Bon dimanche, auditeurs, auditrices, amis de Facebook. Bonjour, Madame Tilis, est-ce que ça va bien? Oui, bonjour Jean-Gary, bonjour aux auditeurs, auditrices et aux internautes. Bonjour, Hugues Jean-Claude, est-ce que ça va bien? Ça va super bien, Jean-Gary. Quand l'appétit va, tout va. Quand le Canadien gagne, tout va. Bon, commençons tout d'abord avec les Canadiens de Montréal. Ça sent la Coupe Stanley. Il ne faut pas aller jusque-là, mais au niveau du sport, c'est en fait le Canadien a gagné le deuxième match. Mais tout d'abord, je voulais aussi souligner le départ, l'entraîneur Claude Julien qui a eu un malaise, qui a subi une chirurgie et qui est de retour à Montréal et qui ratera le reste des séries. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, c'est Kirk Muller qui est l'entraîneur associé qui est derrière le banc du Canadien. Et vendredi, à ce deuxième match, le Canadien... je pourrais dire a donné une leçon de hockey aux Flyers en les battant 5-0. Il n'y a pas un autre mot? Je suis très poli. Une raclée. Une correction. Une raclée, une correction en bonne et due forme. Oui. Ouais. Alors, et ce soir, c'est le troisième match des séries. Donc, la série est égale 1-1. Alors, ce que je peux dire, mon Dieu, le Canadien, vendredi, a explosé. Mais, Hugues, c'est depuis le début à la ronde des qualifications, on voit vraiment l'amélioration de plusieurs joueurs, entre autres les jeunes, Kotkaniemi qui jusqu'à présent a 26 mises en échec. Et c'est pas, il n'a pas choisi qui frappait. Il a frappé les gros joueurs. Il a eu une altercation avec le temps. Tous les gros joueurs des Flyers, avec Kevin Hayes, le défenseur Provorov, il frappe tous ceux qui bougent. Et si tu remarques, Marlene, Kotkaniemi a mis un peu de muscle, de tonus. L'année passée, il frappait quelqu'un, il tombait. Ou il se faisait frapper, il tombait. Mais cette année, il reste beaucoup plus solide sur ses patins. Je ne veux pas exagérer, mais on dirait Kotkaniemi nous donne un petit peu l'allure d'un Jonathan Thames. Oui, effectivement. Et puis son jeu aussi s'est amélioré. Si tu te souviens, Hugues, avant la pandémie, on l'avait envoyé chez le Rocket. Durant la pandémie, il est parti en Finlande. On sait que son père est coach de hockey. Probablement qu'il était avec son père et puis il lui a vraiment enseigné un peu comment ça se passe au niveau du hockey. Une chance que son père était coach de hockey, c'était coach de macramé. On n'aurait pas le même Kotkaniemi. Alors, on voit que depuis son retour, on voit vraiment une amélioration, non seulement au niveau physique, mais au niveau du jeu également. Il a aussi augmenté sa vitesse. Mais regarde, Marlene, avant Kotkaniemi, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en allait comme nord-sud. Maintenant, il a acquis de la confiance et tu le vois, il coupe au centre. Oui, effectivement. Et oui. il se met, comme qu'on dit que ça sent la coupe ou ça sent la soupe, mais il faut se mettre le nez à la cuisine. Son premier but, il était devant le filet. Le but contre Pittsburgh, il était encore devant le filet. Il est prêt à manger les coups pour rester devant le filet. Et sur le but de Tatar, je pense que c'était le 4e but, on a vu Kotkaniemi qui était devant le gardien. Aussitôt qu'il a vu Tatar couper au centre pour faire son lancer, à ce moment-là, il s'est déplacé pour déstabiliser le gardien. Et Tatar a pu marquer son deuxième but. Ouais. Oui, donc on voit que sa présence est très importante. Je ne dis pas que l'année passée, elle n'était pas, mais on le remarque davantage en série. Et il y a aussi le joueur Suzuki, le joueur de centre qu'on a mis sur le premier trio. On voit vraiment à quel point qu'il a une bonne vision du jeu. C'est un centre très intelligent. C'est sa première saison, mais tu as l'impression que ça fait 2-3 saisons qu'il est avec. Il a le don de ralentir le jeu. Oui. Il a le don de ralentir le jeu pour être capable de repérer ses ailiers. C'est exactement. C'est pour ça qu'en début d'année, je disais, je ne le comparais pas à Wayne Gretzky, mais sa façon de faire, son calme avec la rondelle, Jean-Gary m'avait quasiment arraché le micro quand j'ai dit ça, de ne pas mettre Gretzky puis Suzuki dans
dans la même phrase. On va attendre encore. On va attendre encore. Mais c'est prometteur. C'est prometteur. Je vais te dire une chose. Suzuki, c'est mon petit 4 roues motrices préféré. Chez le Canadien. Moi, tu sais, c'est qui Moi, c'est Kéké. Je le sais. Moi, c'est Kéké. Tu sais pourquoi Kéké? Lui, il n'a pas peur d'y aller dans le trafic. Je le sais qu'il n'a pas peur, mais c'est parce que Jean-Gary a dû switcher la première lettre de Piqué à Kéké. C'est pour ça que Jean-Gary... Il fallait que je trouve un cas, par exemple. Mais moi, honnêtement, c'est Suzuki peut-être parce que je l'ai vu aussi évoluer dans la Ligue junior majeure en Ontario depuis quelques années. Donc, c'est peut-être pour ça, quand Bergevin l'a acquis, Suzuki avec Tatar en échange de Pacioretty, déjà là, je savais que c'était une bonne décision. Parce que c'est un joueur qui est très mature, très intelligent avec la rondelle, puis qui a une bonne exécution du jeu, puis ça apparaît durant les séries. Il était sur le premier trio déjà. Oui, mais regarde aussi Domi le fait. Domi jouait sur un 4e trio. Kirk Muller a apporté des modifications. On l'a retourné sur le 3e trio. Oui. Non, c'est ça, 3e trio. 3e trio, mais il joue à l'aile. Et qu'est-ce que ça fait avec sa vitesse? Deuxième trio. Kéké joue deuxième trio, non? Non, je parle de Domi. Non, Domi. OK, là, on a comme changé de joueur. Mais Domi, il a joué avec Kéké la semaine passée, vendredi. Il a joué avec Kéké et Drouin. OK. Ouais. Oui, ce vendredi, à l'arrivée de Koch-Muller derrière le banc, on a vu cet ajustement-là. Et ça a bien fonctionné. Ça a bien été parce que quand le Canadien est en avantage numérique, la façon qu'ils font, la rondelle va autour de la bande, revient toujours une passe au défenseur pour être capable de faire un lancer sur réception ou un lancer soit de Petrie ou de Weber. Mais depuis qu'on a mis... Domi. Depuis qu'on a mis Domi sur la deuxième page de l'avantage numérique, on regarde que Domi, aussitôt, au sac de mise en jeu, il reçoit la rondelle, elle est tout de suite redirigée au joueur qui est dans l'enclave pour être capable de prendre un tir au but. Avant, on manquait cet aspect-là parce que c'était tellement prévisible, le jeu de puissance du Canadien. Mais on sait que Suzuki, lui, il peut être n'importe où, il va te repérer. Oui, c'est vrai. Et puis, alors, ce soir, ça va être le 3e match. Moi, à mon avis, ce qui s'est passé au 2e match, il y a le côté émotif parce que le malaise de Claude Julien a suscité une certaine émotion chez les joueurs. Puis, j'ai constaté aussi qu'ils ont déstabilisé le gardien des Flyers. Carter Hart. On l'a attaqué. Oui, puis quand on l'a chassé du match, on a même vu, il est rentré, il s'est assis sur le banc en colère. Là, maintenant, ce soir, c'est comment il va reprendre le tout. Comment les Flyers aussi joueront ce soir, sachant ce qui s'est passé vendredi, cette raclée que cette équipe-là a pris. Puis en même temps, tu sais, chez les Flyers, il y a de très bons joueurs, mais l'histoire de vie des Flyers, c'est les gardiens. Donc, on va voir ce soir comment Carter Hart, qui est un gardien âgé de 22 ans, c'est sa première expérience en série dans la Ligue nationale de hockey. Ça rappelle Billington l'année passée. Effectivement. Donc, on va voir comment il va réagir. Moi, je crois que ce soir, ce 3e match-là, ça va être un match crucial. Ouais. Autant chez le Canadien que chez les Flyers. Parce qu'on dit que l'équipe qui gagne le 3e match, c'est 67% des chances qu'il passe à l'autre ronde. Oui. Si tu as remarqué, depuis Peli Lindbergh, qui est décédé dans un accident d'auto avec une Porsche 911, les Flyers n'ont jamais eu de bons gardiens. Exactement. Ils ont eu Bernard Parent avant, oui. Mais depuis Lindbergh... Oui. Effectivement, c'est vraiment leur histoire. Oui, en parlant de gardien, Marlene, que penses-tu du travail de Price? The Price is right? Jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Il fait le travail. Il est dominant, puis il donne aussi confiance aux joueurs sur la patinoire. C'est pour ça que je parlais de Carter Hart, parce qu'au premier match, on voyait vraiment les prouesses de Hart qui donnaient aussi une certaine confiance aux joueurs des Flyers. Mais au 2e match,
le point faible, les joueurs du Canadien ont quand même repéré les points faibles de Carter Hart. Ils ont attaqué le filet. Ils ont tout simplement attaqué le filet. Et le Canadien qui l'a lancé, je crois, en 19 fois dans une période sur... alors, où était la défense des Flyers? Oui, ils étaient déstabilisés et on a un jeune gardien. Les Canadiens ont compris que ce gardien-là est jeune, qu'il manque d'expérience, contrairement à Price. Mais tu sais, le trio qui m'impressionne le plus, c'est comme si on dirait que tout le monde est rentré dans la bonne chaise. Quand tu vois Danault au centre du troisième trio, accompagné de Byron, qui est un bon joueur défensif, et de... c'est quoi l'autre joueur? Lekonen. Lekonen qui joue avec ces deux-là. Mais on voit vraiment que l'échec avant, ça a déstabilisé l'équipe des Flyers. L'équipe, effectivement, et Danault, quand il jouait junior, il remplissait les filets. Fait que si une opportunité se présente, ils sont capables de capitaliser là-dessus. Donc, les amateurs de hockey, on va mettre le hockey en stand-by pour aller parler avec le conseiller de Montréal-Nord, M. Abdelhak Sari. Bonjour, M. Sari. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui. Donc, M. Sari, vous êtes conseiller à Montréal-Nord. Encore une fois, le 7 août dernier, il y a eu un problème avec la police à Montréal-Nord. On avait appelé les policiers sur la rue Emery pour une altercation entre plusieurs personnes. Et quand les policiers étaient arrivés, il y avait un jeune de 13 ans qui filmait la scène. Coup de théâtre, les policiers ont plaqué le jeune sur l'autopatrouille et par la suite, ils l'ont plaqué au sol, arrestation musclée. Est-ce qu'on risque d'avoir quelque chose comme aux États-Unis, tout d'un coup, monsieur Sari, sachant que vous êtes la personne, vous êtes un conseiller, sinon le conseiller, qui se bat pour qu'il y ait plus de transparence dans le travail des policiers? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation-là. Il faut dire que pour l'instant, l'information que j'ai, c'est la même information que l'ensemble des citoyens ont. Ça veut dire que les deux vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux sur l'incident qui s'est produit sur la rue Emery. Ce que je sais aussi, c'était suite à un appel de citoyens pour une certaine bagarre qui était entre des jeunes et que si on doit comprendre ou on doit tirer des leçons de ce qu'on a vu sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est encore une fois, il faut réitérer le droit de tout citoyen qui ne nuit pas, qui ne dérange pas, de filmer le travail des policiers. Alors ça, c'est quelque chose que ce mois-ci, le mois d'août, je vais appuyer une motion dans ce sens-là avec un autre élu qui réitère encore une fois le droit de tout citoyen de filmer les interventions policières. C'est un. Deux, comme vous l'avez bien dit, oui, notre parti Ensemble Montréal qui représente l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, lui, ce parti-là, depuis la fin du projet pilote, il prenait que le port des caméras portatives par les policiers va ramener plus de transparence et par le fait même va ramener une certaine confiance de la part des citoyens envers les policiers. Votre lecture à l'incident lui-même fait en sorte, ce que je comprends, c'est comme on a malheureusement un certain manque de confiance de la part des citoyens du travail des policiers. Mais si on avait des caméras portatives, on aurait pu voir l'incident dès son début. Ça veut dire depuis qu'ils descendent de leur patrouille et qu'ils marchent vers les citoyens, comment ils leur parlent, la manière avec laquelle ils leur demandent de s'éloigner ou quoi que ce soit. On aurait pu voir toute l'intervention qu'on n'a pas malheureusement. Alors, c'est pour cette raison que moi, je réitère l'importance pour plus de confiance, plus de transparence, le port des caméras portatives. Est-ce que c'est l'outil miracle? Pas nécessairement, mais c'est un outil complémentaire qui peut venir avec un certain travail de formation auprès des policiers pour le désescalade de l'usage de force. Et bien évidemment que ça vient avec une communication beaucoup plus intéressante, surtout dans un contexte pareil. Toutefois, M. Sari, est-ce que les policiers, des fois, parce qu'on se rappelle que notre collègue de TVA, Félix Séguin, a fait un reportage par rapport à un incident à peu près pareil qui est arrivé à Laval, où un jeune homme qui était en probation, mais que sa probation était terminée depuis le mois de juin, et qui n'avait aucun problème, les policiers l'ont plaqué aussi au sol. Est-ce que nos policiers, d'après vous,
de plus en plus. Est-ce qu'il manque un peu plus de formation ou d'information par rapport à leurs interventions? Écoutez, dans la formation de base des policiers, l'usage de force, c'est quelque chose qu'on apprend aux policiers. Et que moi, je prône qu'une formation continue dans ce sens soit importante. Ceci dit, l'usage de force et surtout les techniques de strangulation, qu'on appelle l'encolure par vasculaire, c'est quelque chose que moi, je vais demander ce mois-ci, que soit banni du travail policier. On a vu malheureusement le décès de M. George Floyd et qui est basé sur cette technique-là. Est-ce que l'usage de force va être banni du travail policier? Je pense pas. C'est quelque chose qu'on doit quand même outiller les policiers avec. Ils sont armés, ils ont des armes intermédiaires, ils font un usage de force. Cependant, il faut que l'usage de force, notamment la technique de ce qu'on appelle l'encolure vasculaire ou la strangulation, soit le dernier recours. Maintenant, la question, on ne peut pas commenter cas par cas. Il faut un travail de base. Il faut vraiment un travail, je dirais, où l'administration de Mme Plante et même le ministère de la Sécurité publique doit revoir, je dirais, le rôle même du policier, la manière d'intervenir, avoir une police je dirais, de 2020 qui est à la lumière un peu de ce que ces jeunes-là veulent avoir. Est-ce que ces jeunes-là veulent avoir comme certaine liberté? Cependant, est-ce que il faut trouver certain équilibre entre la quiétude de tous les citoyens et bien évidemment un travail transparent des policiers? Je peux pas à chaque fois. Moi, ce que je préfère d'éviter, c'est de commenter incident par incident. Je préfère pas ça. Mais imaginez si, pour l'incident d'Emery, par exemple, pour ne pas le citer, si on avait des caméras portatives, par exemple, et que le policier aurait fait un travail extraordinaire, on l'aurait juste félicité. Mais s'il avait fait un usage de force abusif et s'il aurait fait, par exemple, une strangulation qui ne devait pas avoir lieu, notamment, ça serait un dossier de déontologie. Alors, vous voyez l'importance d'avoir la scène au complet, c'est ce qu'on n'a pas présentement, et on peut aller dans tous les sens d'analyse de cet incident, malheureusement. Mais le fait qu'il y a des gens qui prennent en vidéo les interventions, M. Sari, est-ce que jusqu'à présent, pour vous, à l'Hôtel de Ville, dans l'opposition officielle, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que moi, ce que je déplore dans la situation, c'est que un enfant de 13 ans, c'est un enfant de 13 ans, puis à mon sens, qui n'entrave, parce que généralement, on rencontre que les policiers utilisent souvent l'expression entrave au travail des policiers, mais je pense pas qu'il y a entrave à ce niveau-là quand un enfant de 13 ans est en train de prendre des vidéos par rapport aux policiers. Puis surtout, on sait tout ce qui se passe avec les interventions policières. Des fois, c'est musclé, des fois, ce sont des interventions non justifiées. Mais pourquoi que le policier, d'après vous, n'a pas eu assez d'usage pour voir que c'est un enfant de 13 ans? Du mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de réitérer, qu'il soit de 13 ans, de 60 ans, là, de 50 ans, de 25, ça peut pas vraiment avoir usage, surtout pas sur un jeune de 13 ans. Encore une fois, là maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'on va réitérer le droit de filmer. Donc, aussi longtemps qu'on ne nuit pas au travail policier. On ne va pas vraiment lui pointer le cellulaire sur la face pour le laisser travailler. Cependant, on a le droit de filmer les interventions policières. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais c'est un droit. Vous me dites, est-ce que c'est bien de marcher dans la rue? Mais c'est un droit de marcher dans la rue. C'est un droit de filmer une intervention policière. Et je pense que ce qu'on va faire dans cette mission-là, c'est qu'on va réitérer ce droit et on va dire que tout policier qui ne respecte pas ce droit-là, lui, se voit d'avoir des sanctions. Donc, en tout cas, encore une fois, moi... Ça veut dire que pour moi, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est ton droit, tu peux l'exercer. Il n'y a aucun policier qui va vous dire de ne pas filmer, tant et aussi longtemps, bien évidemment, qu'on ne nuit pas à l'intervention, bien évidemment. Donc, en tout cas, pendant l'automne, je pense qu'à l'Hôtel de Ville, ça risque de brasser parce que Montréal-Nord a encore fait les manchettes. Et on espère, M. Sari, qu'il y ait éventuellement une cohésion entre la police et la population parce que si la police utilise ses forces, à un moment donné, la population va perdre sa confiance. Et quand vous dites la population, il y a voilà, moi, je suis allé sur le Nord-Est ces derniers temps, souvent, et j'ai rencontré plusieurs citoyens. Alors, moi, la cloche que j'ai pour l'instant, oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est tout à fait c'est un débat que j'ai entendu, puis je l'ai partagé par plusieurs personnes du milieu. Cependant, il y a plusieurs citoyens qui disent aussi qu'ils ont besoin d'une certaine quiétude, et c'est eux qui appellent la police. La police ne vient pas d'elle-même. La police vient suite à des appels des citoyens. Ce jour-là, c'était plusieurs appels parce qu'il y avait une bagarre quand même de 15 personnes jeunes. Alors, la police se devait d'intervenir et de calmer 15 jeunes.
ce n'est pas un élément très, très évident. Alors nous, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver un certain équilibre entre la quiétude de l'ensemble des citoyens et que les interventions policières soient conformes aux procédures. Et bien évidemment que ce qu'on a vu, ces images-là qui étaient très choquantes pour moi, je vous l'avoue, c'est pas quelque chose que j'aimerais voir dans ma ville, mais je n'aimerais pas voir non plus à l'arrondissement. Alors ce que je peux vous dire encore une fois, il faut savoir trouver un certain équilibre. Vous l'avez dit vous-même, il y a un travail à faire de cohésion entre la population en général, elle-même, et d'un côté, et bien évidemment entre la population et le poste de quartier et le service de police de la ville de Montréal. Et ça, c'est notre rôle à nous comme élus, c'est notre rôle à nous comme médias, et c'est notre rôle à nous aussi comme organisme et association dans le milieu. Et ça, c'est très important. Alors, cette cohésion qu'on veut aller chercher, nous tous, on a cette responsabilité. Puis je peux vous dire, je suis très très inquiet avec ce que je vois, le nombre d'incidents que j'ai vu dernièrement dans le Nord-Est. C'est pour cette raison que je suis allé plusieurs fois sur place, puis il y a des choses que je vois par rapport à la quiétude de mes citoyens qui n'est pas nécessairement très très rose. En tout cas, on souhaite qu'il y ait de la quiétude dans notre arrondissement, dans notre ville, que les policiers fassent leur travail, mais en même temps que l'on ne voit pas ce qui est arrivé aux États-Unis, arriver ici un jour, surtout à Montréal-Nord. Merci beaucoup, M. Sari. C'est tout le temps que nous avons. On se reparle la prochaine fois. Merci. Bye. Au revoir. Donc, voilà, j'imagine que nos analystes sportifs vont recommencer avec la victoire du Canadien ainsi que l'incident du coach des Canadiens. C'est Marlene? Oui, alors, écoutez, pour nous... le sport, à cause de la pandémie, on était à peu près un bon 2-3 mois sans activité sportive et tout reprend en même temps. Alors, pour le hockey, ce qui sera à suivre, c'est le match du Canadien ce soir, le 3e match contre les Flyers. Par contre, je voulais passer à la NBA. Parce que la NBA aussi a repris presque en même temps que la Ligue nationale de hockey et eux, les séries vont débuter demain. Alors, les Raptors affronteront les Nets de Brooklyn à partir de demain à 16h. Et parlant des Raptors, je voulais mentionner que Nick Nurse, l'entraîneur des Raptors à sa 2e saison, est en liste, en nomination pour le meilleur entraîneur de l'année de la NBA. Alors, encore une fois, félicitations pour Nick Nurse, qui a quand même su amener les Raptors. Vraiment, les Raptors ont terminé la saison en 2e position de l'association de l'Est. Alors, moi, je souhaite voir les Raptors aller très loin en série encore cette année. Mais tu vois, Marlene, les Raptors, malgré le dernier match, ils ont eu un très bon match, mais c'était vraiment l'équipe de réservistes qui était sur le terrain. Les Van Vliet et compagnie, Ibaka, ils n'ont pas joué. Non, parce que je crois que c'était le dernier match, donc ils se reposaient pour les séries. Eux autres, c'était déjà acquis. Si on se souvient, avant la pandémie, la NBA avait déjà statué qu'ils faisaient les séries parce qu'ils avaient terminé au 2e rang. Et aussi, tu vois que les jeunes, les réservistes ou les jeunes prennent beaucoup de place. Et le directeur général des Raptors, qu'est-ce qu'il a fait de différent? C'est qu'il a peut-être 4 joueurs sur son équipe qui n'ont jamais été repêchés. Mm-hmm. Alors, c'est du talent qui a été trouvé après le repêchage. Oui. Fait que tout ça est à son honneur et on voit que les résultats sont vraiment bons. On voit que même sur l'équipe de réservistes, il y a un bon shooter de 3 points là. Oui. Ouais. Oui. Je pense que c'est Johnson je crois, oui. Et c'est ça. Oui. Il a fait une coupe de 3 points, puis l'équipe est vraiment agressive pour les rebonds, les replis défensifs. J'ai vraiment aimé le dernier match que j'ai pu voir. Donc, ça sera à suivre à partir du 17 août. Mais il va y avoir les Lakers aussi contre Portland. Portland aussi, oui. Cette semaine. Le génie ne dure qu'un siècle. Je connais un jeune sage qui a l'habitude de dire ça. Il a pour nom Vladimir Jolet. Qu'est-ce qui se passe avec le Barça? Écoutez,
pas seulement le Barça, on regarde les grosses équipes, la Juventus a perdu. Non, oui, mais je comprends. Mais 8-2, tantôt on avait dit une raclée, est-ce qu'il n'y a pas un autre mot? Une volée, peut-être? Le Barça a perdu. Est-ce qu'ils sont éliminés? Oui. Ils sont éliminés. Oui. Alors, cette équipe-là, on Barça. C'est fini. Bon. Qui a connu une défaite, mais pour moi, c'est une défaite humiliante, 8-2 quand même au soccer. Ben, c'est ça, une raclée. Bon, donc c'est un match de baseball. Une volée. Donc dès que le match était terminé, on a remercié l'entraîneur. Ah ouais, déjà? Oui, ben oui. Okay. Mais c'est sûr que moi, la Ligue des Champions, les équipes de soccer en Europe, bon, moi, mon champ de compétence au niveau du sport, c'est vraiment les sports nord-américains. Mais je me suis posé la question si c'est le fait qu'ils aient tellement, presque tout investi dans un seul joueur qui fait que ces équipes-là, comme la Juventus, avec comment il s'appelle, Ronaldo. Oui, la Juventus de Ronaldo. La Juventus, puis ils n'arrivent pas à aller très loin en série. Regardez, le match, je l'ai regardé quand même, le match de vendredi contre le Bayern Munich, mais tu vois que ça manquait de... Les joueurs, non seulement n'étaient pas motivés, mais... Il faut dire aussi, Marlène, il y a un petit Québécois, bon pas Québécois, un Canadien. Alphonso Davies. Oui, c'est au niveau du Bayern Munich. Mais le Bayern Munich, ce qui s'est passé, il y a eu une réorganisation, il y a eu des nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui font le travail avec les vétérans comme Müller, comme, mon Dieu, j'ai oublié l'autre attaquant. Oui. Mais avec le Barça, bon, on voit Gérard Piqué, bon, ça fait longtemps qu'il est là. Est-ce que c'est pas le moment de revoir? Je pense que le moment est venu. Oui, de revoir les joueurs, d'aller chercher de jeunes joueurs, parce que je trouvais que il manquait de motivation, il manquait d'étincelles. Est-ce que c'est là qu'il joue Messi? Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oh, ok, je comprends pourquoi toute cette chose-là. Mais on lui a posé une question après le match. Il dit, d'après toi, est-ce que tu veux garder cet entraîneur? Il a dit non, merci. Oh. Oui, ok. Mais c'est une équipe. C'est une blague, là. Oui, c'est une blague parce on a posé la question à Messi. Mais c'est une équipe qui a énormément de vedettes. Il y a Vidal, il n'y a pas seulement Messi. Bon, il y a Piqué qui est là Gérard Piqué depuis plusieurs années. Il y a aussi Vidal, le joueur chilien. Mais est-ce que c'est pas le temps de revoir? Que l'organisation revoie la composition des équipes. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Il y en a un joueur qui n'est plus là. Il a pour nom Iniesta. Oui. Ça fait toute la différence dans le milieu de terrain. Mais regardez, crois aussi que mettre autant d'argent sur un joueur... Mais ils en ont mis on n'a comme pas le choix, là, Hugues. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais il faut se poser la question aussi, est-ce que c'est nécessaire de mettre tout cet argent-là sur un joueur? Oui, ça vaut la peine. Mais si tu le fais, tu te rends pas loin. C'est comme les ligues de ils ont l'habitude d'y aller loin, là. Écoute, là, cette année, ça va pas bien, c'est tout. L'année dernière aussi, c'était la même chose. Ça arrive, là, Marlène. Écoute, là, ça arrive. N'oublie pas, d'un côté, tu as Messi, de l'autre côté, tu as quand même Cristiano Ronaldo. Oui, mais la Juventus n'a pas été loin non plus, là. Ben, c'est comme ça. Peut-être l'année prochaine, ce sera leur tour. Oui, mais Anthony, comment ça s'appelle? Alphonso Davies a donné une clinique de maniement, pas de rondelles, de pied, de ballon, avant de faire cette passe savante. Okay. Moi, si j'étais l'entraîneur de Barça, le défenseur, je pense que c'est Semenko, lui, il allait venir coacher avec moi sur le banc. Jamais tu te présentes comme ça en avant d'un attaquant. Jamais. Oui, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas, les talents d'Alphonso Davies aussi. Non, jamais là. Ça, on te l'apprend à l'âge de 4 ans. Tu te présentes jamais comme ça en avant de joueur. Mais j'ai le regret de t'apprendre qu'il a commencé à jouer au soccer à l'âge de 6 ans. Fait qu'il l'a pas appris. Il l'a pas appris. Alors, tout ça pour dire que la demi-finale aura lieu le 18... pour le Bayern Munich,
la demi-finale aura lieu le 19 août. Il va affronter Lyon. Lyon qui a battu la Manchester City, excusez-moi, mon Dieu, je me mélange. Et Paris Saint-Germain qui va affronter Leipzig mardi. Alors moi, je prédis une finale Bayern contre PSG. Ah, ce serait bon. Ça serait bon. Avec Neymar. Ça serait bon. Effectivement, puis la finale aura lieu le 23 août. Mais ce serait très bon avec Neymar. Oui. Et parlant de soccer nord-américain, l'Impact jouera son premier match le 22 août. Je crois que c'est contre Vancouver. Oh Marlene, je vois que Jean Garret a déjà mis la musique, mais pour retourner au hockey, il y a beaucoup d'équipes qui sont en péril présentement. Oui, tu veux parler entre autres de Washington, des Capitals et oui. Aussi de Chicago. Chicago, oui. Ouais. Fait que c'est... Mais Chicago, ça ne m'étonne pas parce que c'est une équipe en reconstruction. Puis il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a été... Comme le Canadien. Qui sont rentrés par la porte de derrière. Par la porte de derrière. Mais Washington, c'est vraiment une grosse équipe. Mais les Highlanders aussi, bon, ce sont des jeunes joueurs très talentueux, très rapides. Je pense que contrairement à Chicago, le Canadien, quand ils sont rentrés par la porte de derrière, ils ont pris la clé, ils l'ont dissimulé. Personne ne pourra jamais les refaire sortir. Oui, c'est vrai. Et tout Carrasque, qui a quitté pour raison familiale, il a quitté l'équipe, il est retourné à la maison. Auprès de sa famille. Auprès de sa famille, parce que je crois, pendant la période de pandémie, il a eu un bébé dans la famille. Et puis, donc, il a préféré retourner, quitter la bulle pour retourner auprès de sa famille. Et c'est Yaroslav Halak qui devient le gardien numéro 1 pour les séries. On a déjà connu le printemps Halak. J'espère qu'on n'aura pas une été Halak, sinon les Canadiens iront pas loin. Ça sera à suivre. Peut-être une confrontation à la Price. Price, encore une fois. Peut-être. Alors voilà pour le monde du sport. Bon, merci, madame. Monsieur Hugues, une petite question. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé des... Étant que qu'agent hypothécaire. Oui. Quelles sont les dernières nouvelles? Les dernières nouvelles sont que les taux sont extrêmement bas. On peut aller chercher une hypothèque à un taux aussi bas que 1,90, 1,95 pour une période de 5 ans. Sérieux? Sérieux. Ferme? Ferme, 5 ans ferme. Et qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché? C'est que on va retourner en septembre 2019, octobre 2019. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur propriété à vendre. Et ils ont fait la vente. Mais habituellement, ceux qui vendent leur maison, ils savent que c'est la date d'occupation, c'est pour juin, mai ou juillet l'année suivante pour 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils ont vendu leur propriété, mais avec la COVID, ils n'ont pas eu le temps ou la chance de chercher eux aussi des propriétés. Alors, qu'est-ce que ça l'a fait? Il y a eu beaucoup de propriétaires qui étaient mal pris. Alors, c'est ce qui a causé la surenchère qu'on connaît présentement. Présentement, il y a peut-être une propriété à vendre, OK? Il y a peut-être 20 acheteurs. Il y a 20 acheteurs. Selon la CIGM puis l'OASIC, il y a 86% des propriétés qui ont été mises sur le marché se sont soldées avec une surenchère. Donc, plus de demandes que d'offres. Plus de demandes que d'offres. Donc, c'est seulement j'avais assez d'argent, c'était le bon moment à t'entendre parler pour m'acheter ma première propriété. C'était le meilleur moment. Mais il y a un autre phénomène. Je crois que le marché devrait se stabiliser à l'automne parce que tous ces gens qui n'ont pas pu acheter, qui ont fait la surenchère pour avoir une propriété, ça va se stabiliser et par la suite, le marché va reprendre son cours. Les taux d'intérêt sont bas, c'est une bonne chose, mais il y a une autre cause qui arrive présentement. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de couples qui ont vu qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Pas de bon. C'est vrai. Alors, il va y avoir beaucoup de propriétés qui seront mises sur le marché au cours de l'année 2020, pareillement. Alors, l'immobilier ne va pas arrêter, ça va continuer. J'espère que tu vas rester, ou peut-être qu'on va en parler pour les questions de couple. En tout cas, bref, on prend la pause, Gary, et puis après, on va parler avec notre chère avocate spécialiste. Pile mon a mouru.
faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver main nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec mon bureau au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. X-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, X-Wash. X-Wash permet un lavage des mains impeccable. X-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, X-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. X-Wash. C'est exact. Oh ouais! Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver main nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec mon bureau au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com.
Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Donc, Ex-Wash, voilà. J'ai cru comprendre que je viens de voir la belle silhouette de mon avocate et spécialiste américaine en studio Gary. Est-ce que c'est bien cela? Je pense que oui, comme dirait Tweety, j'ai cru voir un gros minet. Ben oui, mais dans ce cas-là, je ne vois pas le gros minet, je vois Madouanika Cadet. Bonjour maître. Bonjour Vladimir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Long time no talk, long time no see. Voilà. Tu vas nous parler, il faudrait que je fasse attention comment que je vais prononcer son nom. Oh mon Dieu, je pense que je vais te laisser le prononcer. Kamala. C'est Kamala, donc Kamala Harris. La potentielle future vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, donc choisie par Joe Biden. Est-ce que c'était évident ce choix-là, Madoua? C'était relativement évident. Et puis, on a vu, Joe Biden a quand même passé énormément de temps à sous-peser les pour et les contre. Donc, on voit que c'est quelqu'un de consciencieux, donc qui voulait véritablement passer à travers toutes les candidatures qui étaient jugées sérieuses. On se souvient donc de celle de Susan Rice, par exemple, donc l'ancienne conseillère à la sécurité nationale et ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui est également afro-américaine, qui était donc un choix de taille. Et ils avaient travaillé ensemble au sein de l'administration Obama. Donc, il y avait d'autres possibilités pour M. Biden, mais dans le lot, en termes d'une personne qui avait une expérience électorale, on s'entend donc, Mme Rice n'avait pas d'expérience électorale en tant que telle, donc elle a une expérience administrative sur le plan exécutif, mais quelqu'un qui connaissait bien le lot des campagnes électorales, qui avait réussi des campagnes électorales, ce qui avait été le cas donc de Mme Harris au niveau, puisqu'elle était donc sénatrice de la Californie, et comparativement à ses autres collègues qui avaient ce type d'expérience-là aussi, c'était manifestement la personne la plus expérimentée, mais celle avec le plus de visibilité nationale, et celle qui avait la carrure, l'étoffe, et on se le dira, la capacité aussi d'aller chercher du financement pour une campagne électorale, c'était pas mal le choix le plus évident. Mais la campagne de M. Biden a fait ses devoirs et passe à travers toutes les candidatures, à regarder les pour et les contre. Et bon, on a vu le résultat cette semaine. Et puis, dans le contexte de Black Lives Matter, dans le contexte du meurtre de George Floyd, il nous avait déjà prédit plus tôt pendant la campagne qu'il choisirait une femme comme colistière. C'était son moment de dire, OK, bon, une femme, c'était l'évidence, mais dans le contexte actuel et avec les nombreuses gaffes que M. Biden avait commises dans les dernières semaines, c'était presque inévitable pour lui d'avoir à choisir une femme noire. Donc, si Mme Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, c'était également au départ une colistière possible qui lui aurait permis d'élargir peut-être sa base électorale chez les électeurs démocrates qui auraient été plus
pro-Bernie Sanders. En cours de route, le contexte électoral et le contexte politique des États-Unis lui a forcé un peu la main et il n'avait pas d'autre choix que de choisir une femme noire. Mais dans le cas de Mme Harris, Madoua, est-ce qu'elle n'a pas un boulet est-ce qu'elle ne porte pas un fardeau dans le sens que, on dirait que j'ai cru comprendre lorsqu'elle était gouverneure de la Californie, elle avait fait en sorte qu'il y avait beaucoup plus de noirs. Plutôt avant ça, donc procureur général. PG, exactement, procureur général. Est-ce que ça ne va pas peser lourd contre elle? Surtout, déjà, l'équipe de Trump fait ressortir on dirait qu'il y avait plus d'Afro-Américains en prison pendant cette période-là. On parle d'un bilan mitigé pour Mme Harris, donc à l'époque où elle était procureure générale de la Californie, puis même au préalable, mais on parle aussi d'un contexte. Moi, quand je regarde ce bilan-là, ça me dit plus sur ça me dit plus sur les États-Unis, sur le contexte des États-Unis, et d'à quel point Mme Harris avait en quelque sorte les mains liées pour être capable d'avancer et de pouvoir mener à bien certains combats. Et oui, donc c'est pas un bilan parfait. Et puis je pense qu'elle aussi le reconnaît. Mais pour moi, ça démontre l'importance d'avoir une base électorale qui regarde à qui elle parle aujourd'hui. Mme Harris, donc on le sait, c'est quelqu'un qui a gradué de l'université Howard, donc qui est une HBCU, donc Historically Black and College University, donc une université historiquement noire. C'est quelqu'un qui est une enfant des droits civiques. Ses parents se sont rencontrés à l'intérieur du mouvement. C'est quelqu'un qui a toujours eu des idées assez progressives, et même quand on parle du fait qu'elle s'opposait à la peine de mort au début des années 2000, quand on se remet dans le contexte, c'était extrêmement progressiste comme politique, comme point de vue. Et ça a même failli faire dérailler sa carrière quand, justement, donc à cette époque-là, donc elle s'est opposée à la peine de mort pour une personne, donc un citoyen qui avait tiré sur un policier et ayant causé le décès de ce policier. Donc, le fait qu'elle ait eu cette position à ce moment-là a ligué les policiers donc, contre elle à ce moment-là, puis même mis de l'avant une autre candidature démocrate qui, elle, était pour la peine de mort à l'époque. Donc, on comprend qu'il y a un contexte qui fait en sorte que Mme Harris, en voulant aller de l'avant avec sa carrière et en voulant aller de l'avant avec l'opportunité de pouvoir gagner et de pouvoir avoir des politiques progressistes, devait être assez stratégique et a compris à ce moment-là qu'il fallait qu'elle soit peut-être un peu plus posée. Mais c'est clair que c'est pas un bilan parfait, mais je pense que c'est que c'est une chose que de regarder ce bilan-là et une autre chose de se dire que en raison de ce bilan, il faudrait tout simplement l'exclure des candidatures progressistes qui peuvent avoir une influence sur les communautés afro-américaines aujourd'hui. Donc, en plus, elle connaît Montréal. Elle a même habité ici parce que sa mère était enseignante à l'université McGill où elle a été à l'école à Westmount. High. Donc, si toutefois que Joe Biden remporte l'élection du 13, pas du 13, mais du 3 novembre prochain, est-ce que ça pourrait être une bonne chose, une meilleure relation entre le Canada et les États-Unis, Madoua? Je pense que de toute manière, avoir Joe Biden comme président des États-Unis va améliorer la relation Canada-États-Unis dans un contexte où on demeurera en novembre sous un gouvernement libéral au Canada. Donc, on sait que le Parti libéral au Canada et le Parti démocrate aux États-Unis donc, ont des affiliations idéologiques semblables. Quand on regarde la relation que Trump a avec M. Trudeau en ce moment, donc c'est clair que il y a certaines frictions. Donc, M. Trump, pour la première fois, sachant que le Canada est un allié dans ses gestes et dans ses paroles, à parler de M. Trudeau dans des termes pas très élogieux. Donc, c'est sûr qu'avoir M. Biden, qui est très proche de M. Obama, qui lui, donc, a louangé Justin Trudeau à titre de premier ministre du Canada. Tu avais même parlé de bromance. Ben voilà, la bromance entre Obama et Trudeau. Ben voilà, je vois M. Trudeau, madame. Dans le contexte de vouloir bien prononcer les noms à l'américaine de chacun de ses candidats. Donc, je m'emporte et puis je prononce également M. Trudeau de la même manière. Mais c'est certainement que dans ce contexte, ce sera beaucoup plus facile d'établir de bonnes relations entre le Canada et les États-Unis, de revenir à cette alliance qui est naturelle. Mais je ne pense pas particulièrement, de ma compréhension, que le fait que Mme Harris soit la colistière de M. Biden,
donc si elle devient vice-présidente, que ça ferait une énorme différence au niveau de ses relations aussi, parce que quand on regarde ses années à Montréal, donc elle était ici de 1976 à 1981, donc elle était étudiante au secondaire, elle est d'abord passée très brièvement dans une école francophone, Notre-Dame-des-Neiges, pour rapidement, parce que bon, c'était pas nécessairement l'environnement pour elle, pour rapidement passer le reste de ses années secondaires à Westmount High. Et elle s'est toujours considérée, malgré ses racines indiennes, comme afro-américaine. Ça a toujours été sa manière de se définir. Et la Californie lui manquait. Et très rapidement, elle est retournée aux États-Unis. Donc, on ne peut pas impliquer ou présumer qu'en raison de certaines... en raison donc, des années passées ici, dans son adolescence, un peu contre son gré. Là. Donc, c'est sa mère qui s'est divorcée contre son... qui s'est divorcée de son père. Le fait qu'elle était au Québec, est-ce qu'elle parle au moins un petit peu français? De ce que je comprends, donc c'est peut-être que donc c'est trop loin. Ben voilà, donc c'est sûr donc elle avait des cours de français, mais j'ai pas l'impression que ces années de français l'ont particulièrement marqué. Donc c'est pas quelque chose qui ressort de sa biographie, puis même dans sa biographie sortie en 2019, donc quand elle parle de son passage à Montréal, c'est 2 pages sur environ 390. Donc c'est pas une période extrêmement marquante pour elle dans son parcours. Donc on comprend que son passage à Howard University tout de suite après, donc en 1981, la marque beaucoup plus. Elle fait d'ailleurs partie d'une sororité assez influente de femmes afro-américaines à laquelle donc elle a participé alors qu'elle était étudiante à Howard University, donc une sororité qui continue de la suivre jusqu'à aujourd'hui. Et on comprend que que sur le plan identitaire, c'est beaucoup plus formateur pour elle et beaucoup plus imprégnant que son passage à Montréal. Est-ce que Madoua, l'équipe de Trump, est-ce qu'elle fait peur à l'équipe de Trump? J'ai vu une caricature de... On voit, c'est tellement drôle comment que les caricaturistes font leurs dessins. On a vu un ring Biden qui paraissait un petit peu assommé, mais Kamala Harris bien prête à cogner, puis... Elle fait peur. Je confirme, elle fait peur. Donc, ne serait-ce que cette fin de semaine, Trump l'a qualifiée de nasty. De phony ou pony? Oui, de disrespectful. Donc, on comprend qu'il sort les grands mots qu'il ne réserve qu'aux grandes occasions, M. Trump. Et puis, dans le cadre de la sénatrice Harris, il nous revient avec ce type de qualificatif. Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui fait peur, et avec raison. Donc, c'est une femme affirmée, qui sait ce qu'elle veut. C'est une battante. On a vu à quel point elle n'a pas hésité pendant sa propre campagne présidentielle, pendant les primaires, donc à attaquer Joe Biden même donc, pendant les débats. Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui a le sens de la formule, qui a une capacité d'attraction médiatique et qui va certainement achever M. Pence lors du débat vice-présidentiel. Donc, c'est pas un hasard que M. Trump lui-même commence à attaquer la colistière de M. Biden pour s'assurer que sa base électorale ait une émotion assez négative par rapport à Mme Harris. Donc oui, comme on le dit, donc c'est une battante, de la vigueur, de la fougue, et il ne faut pas l'oublier. M. Biden a 77 ans, donc dans le contexte actuel, non seulement il choisit une candidate vice-présidentielle, mais de façon assez réaliste, il choisit une candidate qui est potentiellement présidentiable également. Donc, il y avait ça également dans le choix, à savoir quelqu'un qui, on ne lui souhaite pas, donc on lui souhaite une longue carrière très en santé, mais s'il arrive quoi que ce soit, c'est la vice-présidente qui prendra sa place. Donc, il doit s'assurer d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre les rênes et de combattre les républicains, s'il y arrive quoi que ce soit. Donc, elle représente tout ça. Donc, ce n'est pas juste son rôle comme vice-présidente potentielle, mais c'est également un rôle comme présidente potentielle. Donc, elle fait peur. Jean-Marc Léger, Madoua, a été aux États-Unis prendre le pouls de plusieurs États, prendre le pouls des Américains. Quand même, Joe Biden est en avance de 9 points. Est-ce que c'est-tu assez pour que le 3 novembre, la balance puisse être balancée du côté de Joe Biden? On le sait, en élection, le vrai sondage, c'est la journée du vote. C'est le jour des élections. Et le choix de Kamala Harris n'est pas étranger à ça aussi. Donc, on l'a dit, donc quelqu'un qui a l'occasion d'attiser une certaine cagnotte, quelqu'un qui sait comment gagner en campagne électorale, mais également quelqu'un qui a la capacité de faire sortir le vote. Parce que la dernière fois, en 2016, Mme Clinton était, donc lui c'était assez serré, mais Mme Clinton était en avance, donc on s'attendait à ce qu'elle remporte le vote. Et il ne faut pas oublier
oublier que l'une des raisons pour lesquelles elle a perdu dans certains États, c'est que tout simplement le vote démocrate n'est pas sorti. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un qui attise assez la population pour que le vote démocrate, qui est donc un vote plus jeune, un vote évidemment plus à gauche, mais aussi un vote de minorité culturelle, ethnique et visible de façon plus générale, d'avoir quelqu'un qui attise cette fougue et cette envie de vouloir sortir aller voter. On l'a vu pendant la campagne des primaires, Joe Biden s'est présenté un peu comme le candidat de l'évidence, et jusqu'à ce qu'il arrive en Caroline du Nord, il perdait, il tirait de l'arrière, donc ce n'était pas quelqu'un qui attisait énormément d'enthousiasme, et ce sont véritablement les femmes noires en Caroline du Nord qui ont relevé sa campagne. Il ne faut pas l'oublier, donc on le prend un peu comme une évidence aujourd'hui parce qu'on le voyait dans notre soupe l'année dernière en se disant, bon, si Biden se lance dans la course démocrate, bon, ce sera Biden, c'est fini, c'est gagné d'avance, alors que ce n'était absolument pas gagné d'avance en raison du candidat lui-même. Donc, si ce n'était pas des femmes noires, la base électorale la plus importante du Parti démocrate en ce moment, celle qui a permis de faire renverser certaines candidatures lors de certaines élections partielles entre 2016 et aujourd'hui, on comprend que sa campagne ne serait pas aussi importante, donc il leur devait quelque chose. Et Kamala Harris est un peu le résultat de ça, donc c'est quelqu'un qui va qui a cette capacité-là de faire sortir le vote chez cette base électorale-ci qui se dit, bon, c'est le moment de se mobiliser, et avec une avance comme celle-ci, être capable de consolider cette avance avec quelqu'un qui a la capacité de faire sortir le vote. C'est pas fini tant que c'est pas fini, mais ça augure bien. Est-ce que c'est un référendum contre Donald Trump, le 3 novembre? C'est une bonne question. J'ai l'impression que oui, d'une part, c'est manifestement un référendum que Donald Trump, parce que je pense que certaines personnes au sein de la base démocrate, les militants les plus actifs, sont très pro-Biden. Les gens qui le suivent depuis longtemps, les gens qui le suivent parce qu'il était vice-président de M. Obama, je ne dirais pas qu'il donne une passe gratuite, mais le voient dans leur soupe. Mais il y a certaines personnes qui sont peut-être moins enthousiastes, et là, je dirais des électeurs justement plus jeunes, des millénarios et même des gens de la génération Z qui commencent à voter, des gens qui étaient peut-être plus Bernie Sanders, pro-Bernie Sanders, ou même de la sénatrice Elizabeth Warren, qui sont peut-être pas très, très, très enthousiastes par rapport à la candidature de M. Biden, en se disant, bon, il est vieux, il représente l'establishment du parti, nous, on veut autre chose. Cette base-là existe, mais c'est ces gens qui ne sont pas terriblement mobilisés, qui ne se disent pas qu'ils vont voter pour M. Biden, ou même le ticket Biden-Harris, manifestement, vont être là pour voter contre Donald Trump. Et c'était ça aussi, d'aller chercher quelqu'un qui ratissait assez large pour faire sortir le vote des gens qui sont un peu plus progressistes, mais également ne pas complètement apeurer les gens qui sont un peu plus traditionnels, disons, et qui veulent quelqu'un de solide qui les représente d'une manière avec laquelle ils sont confortables. Cette semaine, Madoua, je pense que la Convention démocrate va commencer, donc... virtuellement cette année. Virtuellement, oui, exceptionnellement. Pandémie oblige. Barack Obama, ancien président des États-Unis, se mobilise déjà. Est-ce qu'il a toujours cette fougue-là pour aller chercher, parler aux gens? C'est une superstar, tout simplement. Il est toujours populaire, hein? Tout simplement. Donc, extrêmement populaire. Michelle Obama également devra s'exprimer. Donc, elle est prévue, donc, elle a un discours de prévu lors de la Convention démocrate. Elle est encore plus populaire que son mari. Ouais. Donc, c'est l'une des femmes, en fait, je pense que c'est la femme la plus populaire du monde depuis 3 années consécutives. Donc, devant Hillary Clinton. Donc, c'est quelqu'un qui mobilise énormément. Donc, c'est un couple fort qui a cette capacité-là de faire sortir le vote, autant des gens plus jeunes, des gens plus âgés au sein du Parti démocrate. Donc, c'est presque inévitable pour lui, pour M. Biden, de se faire endosser par son ancien président et de le voir aller mobiliser les foules et de s'assurer que les gens soient galvanisés et sortent de là en allant dans leur communauté et en faisant partager la bonne nouvelle. Donc, on voit Mme Harris plutôt, qui est déjà... Kamala, ouais, qui est déjà en selle. Est-ce que Joe Biden devrait jusqu'à présent, un petit peu comme qu'il a fait, rester un peu plus à l'écart pour ne pas commettre beaucoup de gaffes? Parce qu'on sait, que malheureusement, il est gaffeur. Parce que je disais ça à Gary la semaine dernière, on se rappelle, je prends l'exemple de
de l'élection municipale à Montréal, quand on avait caché le maire du plateau Montréal, comment il s'appelle déjà? Luc Ferrandez, et que Madame Plante est devenue mairesse de Montréal. Est-ce que ça pourrait, si cette stratégie est utilisée, est-ce que ça pourrait Au niveau municipal à Montréal, donc ils ont toujours, le Parti provincial a toujours nié avoir caché M. Ferrandez, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Du côté de la campagne, c'est sûr que là, pour la campagne présidentielle américaine, donc il faudrait poser la question aux différents stratèges du tandem Biden-Harris. Biden-Harris. Qui inclut notamment donc Karine Jean-Pierre d'origine haïtienne, qui est la chief of staff, la chef de cabinet de Mme Harris désignée. Il faudrait leur poser la question. C'est sûr qu'il va falloir reposer le candidat dans tous les cas. Donc, on l'a dit, M. Biden a 77 ans, donc c'est une campagne qui ne sera pas aussi physique que les campagnes précédentes. Ouais. Pandémie oblige, encore une fois. Maintenant, le cacher, c'est sûr qu'il faudra s'assurer qu'il fasse attention. Donc, il a tendance à être gaffeur. Ça ne s'arrêtera pas, ça fait partie d'une de ses tendances. Donc, mais ça demeure le candidat à la présidentielle. Donc, de cacher son candidat à la présidentielle, c'est un peu difficile. Il devrait être discipliné lors de la campagne, mais c'est sûr que devant certains publics et avec certains présentateurs télé, radio, il faudra faire preuve de stratégie et voir s'il est préférable de s'assurer que Mme Kamala Harris soit celle qui soit mise de l'avant lors de ces entrevues-ci. Donc, c'est sûr que ce sera un peu du cas par cas, mais je ne pense pas que la stratégie à adopter soit celle de le cacher, parce que, bon, ça risque de susciter encore plus de rire par rapport à l'état de santé, l'état de santé mentale de M. Biden. Donc, il faut qu'il se montre fort, il faut qu'il se montre d'attaque, montrer qu'il est toujours éligible à devenir président, et malgré son âge, qu'il n'est pas Sleepy Joe, comme l'appelle Donald Trump, donc Joe l'endormi, donc il a beaucoup d'énergie, donc il va devoir continuer à montrer ça lors de la campagne et montrer sa vigueur et montrer que oui, donc il a choisi une candidate qui est vigoureuse, qui a de la fougue et qui est capable de l'épauler, mais que lui aussi, il en a de la fougue et qu'il sera capable d'aller susciter l'adhésion au sein de la communauté internationale et de rallier les alliés des États-Unis une fois avoir remporté l'élection présidentielle, mais également montrer ses jours ne sont pas comptés. En tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer. Puis, au niveau des débats, Madoua, parce que je pense que le premier débat, ça va être en septembre. Bon, jusqu'à présent, on voit déjà Donald Trump peut-être plus affirmé dans les débats que Biden. Oui, c'est ça, Trump plus affirmé dans les débats que Biden. À quoi devrait-on nous attendre de Biden? Quelle devrait être, d'après toi qui as vécu une partie de ta vie aux États-Unis, quelle devrait être sa stratégie pour faire en sorte de bien performer ou de ne pas gaffer justement en plein débat? Mais je pense que pour lui, je pense que sa meilleure stratégie, c'est de parler du bilan de M. Trump. Donc, M. Biden arrive là avec un bilan assez respectable. Lorsqu'il était vice-président de M. Obama, la base électorale démocrate, comme on l'a dit, est encore très en amour avec le bilan de M. Obama. Mm-hmm. Donc, il arrive avec pas tellement de controverses contre lui au niveau même de sa base électorale, outre ces petites gaffes qui peuvent être fâcheuses, mais qui ne sont pas lourdes de conséquences. Donc, dans un contexte de débat, il peut très facilement parler des 4 dernières années de M. Trump au niveau international. Donc, comme on l'a dit, donc Biden s'enorgueillit de connaître tous les leaders du monde actuel et d'avoir ces relations-ci, d'être capable de recentrer les États-Unis dans son rôle de leadership. Donc, ça va être une chose de parler du bilan international de M. Trump, mais également et surtout de la gestion de la pandémie. Donc, on l'a vu, les États-Unis sont extrêmement endeuillés de cette crise. Elle a été mal gérée. On est capable de voir certains comparables avec plusieurs pays à l'international. Le bilan est lourd et est assez inquiétant pour la majorité des Américains et c'est pas mal ce qui la pierre, de la roche dans le soulier de Donald Trump et ce qui le plombe dans les sondages actuellement et non pas cette déclaration passée ou même la relation les relations avec la Chine. Donc, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement sensible pour la majorité des Américains et ce sera très important
pour Donald Trump, pour Joe Biden, donc de tabler sur la gestion de la crise, d'être capable de montrer d'à quel point, lorsqu'il était avec Obama, qu'il a eu à gérer la crise H1N1, comment il s'est basé sur la science et comment il a fait preuve de leadership à ce moment-là. C'était d'ailleurs donc l'objet d'une de ses publicités assez récentes où il s'est assis lors d'une vidéo appelée like, a Socially Distanced Conversation avec Obama, où il parlait de leur bilan de la gestion du système de santé et d'à quel point ils ont bien agi dans ces circonstances. Donc, pour moi, ça va être le moteur de sa stratégie lors des débats contre le président Trump. Madouanikat, maître, devrais-je dire, toujours un plaisir de t'entendre, de t'écouter faire les analyses, surtout de la politique américaine, parce que tu connais ça sur le bout de tes doigts. Et comme je dis toujours, elle est jeune, mais elle a de l'expérience, c'est surtout une bonne expérience pour Radio Vertière. Madoua, merci beaucoup. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Bye bye. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Marie-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. On s'en va directement à Miami avec le professeur, auteur Anthony Georges-Pierre. Bonjour professeur, ça va bien? Bonjour Gary, oui, ça va bien. Et vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Nous continuons avec notre étude sur les institutions politiques haïtiennes. Et nous allons montrer comment cette évolution s'est poursuivie au lendemain de l'occupation américaine à nos jours. Nous commençons d'abord par une pensée du politologue et Jean Bacler, qui disait que le pouvoir n'est donc pas le moyen de réaliser l'idéal, mais celui d'empêcher la réalité de trop s'éloigner de l'idéal. Est-ce qu'en Haïti, on a essayé de s'accaparer cette idée, cette pensée, pour en faire un leitmotiv? C'est qu'en Haïti, notre tempérament national fait que les contingences politiques découlent davantage des rigueurs du passé que des perspectives de l'avenir. Nous sommes plutôt toujours plongés dans les aléas du passé au lieu d'ouvrir les perspectives d'avenir. Aussi, se trouvons-nous ancrés dans une réalité institutionnelle qui impose la prépondérance de l'exécutif sur les autres pouvoirs, avec ensuite la consécration de régimes présidentiels forts débouchant sur la dictature personnelle. Et c'est là le problème qui se pose aujourd'hui avec la Constitution qui semble vouloir empêcher que le président
la République exerce cette dictature personnelle. C'est qu'aucun de nos chefs d'État de l'époque moderne n'a échappé à cet anachronisme. L'héritage du passé continue de s'imposer comme une chape de plomb pour alourdir la marche de nos institutions et nous engloutir dans la mare des incertitudes. Avec Sténio Vincent, au lendemain de l'occupation américaine, le problème des incompatibilités institutionnelles avait atteint son apogée. Lorsqu'en 1935, le président de la République, je parle de Sténio Vincent, décida de renvoyer 11 sénateurs sur 21 parce que ces derniers s'opposaient à la signature du contrat de la figue banane avec la Standard Food Company et ça donnait à une politique de surenchère à l'endroit du chef du pouvoir exécutif qui désireux d'établir un espace vital pour gouverner et briguer un nouveau mandat présidentiel. Le président Vincent, dans un sursaut d'arrogance dictatoriale, introduisait dans la Constitution de 1935 le principe de la prééminence du pouvoir exécutif par rapport aux deux autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, appelés à exercer leurs prérogatives en vertu de certaines règles fondamentales. Et voici ce que disait le président avait inséré dans cette Constitution de 1935. Puisque les trois pouvoirs ne fonctionnent qu'en vue d'une collaboration étroite et fructueuse, pourquoi ne serait-ce pas sous la haute direction de l'un d'eux, le pouvoir exécutif, celui-là même à qui incombe le difficile devoir d'assurer l'ordre social et de garantir la paix publique. C'est-à-dire, ces pouvoirs ne sont pas égaux. Le pouvoir exécutif doit diriger les deux autres pouvoirs, donc à la prééminence sur les deux autres pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ainsi, il faisait du chef du pouvoir exécutif le régisseur et le régulateur par excellence des activités de l'État. Et c'est ainsi que le 22 mars 1939, dans une adresse au corps législatif, le chef de l'État avait proclamé la nécessité de réviser plusieurs articles de la Constitution de 1935, parmi lesquels l'article 19 ainsi modifié en vue de répondre aux vœux du président de la République. Voici ce que cet article 19 ainsi modifié était devenu. Les députés sont élus au suffrage universel pour une durée de 4 ans. Les sénateurs au nombre de 11 sont élus par la Chambre des députés sur 2 listes pour chaque siège, l'une par les collèges électoraux, suivant le mode prescrit par la loi, et l'autre par le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif désigne les sénateurs. Les 10 autres sénateurs seront toujours nommés et remplacés, suivant les circonstances, par le président de la République. C'est une farce. Hein? Il s'agissait donc de renforcer les prérogatives attachées à la fonction présidentielle exercée par Sténio Vincent, véritable baroudeur politique, soucieux de prendre et de garder l'initiative dans toutes les affaires de l'État. La subordination des pouvoirs législatifs et judiciaires à l'autorité de l'exécutif est un accroc à l'équilibre institutionnel et à la légitimité démocratique. Cet accroc permet au président de la République de remplir le rôle de personnage historique au détriment des grands corps de l'État appelés à collaborer avec l'exécutif à la réalisation des tâches d'intérêt national. C'est l'un des problèmes majeurs auxquels le pays se trouve confronté, c'est qu'il y a toujours une divergence entre les pouvoirs en Haïti, puisque la Constitution minimise le cadre du pouvoir et de l'exécutif au bénéfice du législatif, et c'est pas une habitude, une coutume politique en Haïti. Cet emploi abusif des pouvoirs par l'exécutif a créé un terreau fertile au développement d'une opposition qui avait fini par battre en brèche la fascination de Sténio Vincent pour la dictature. C'est que dans une société libérale écrite à l'imperfite, l'absence de contrepoids suscite toujours des contre-pouvoirs. C'est ainsi qu'en mars 1941, comme le second mandat du président Vincent touchait à sa fin et que l'ébauche de la vacance présidentielle se dessinait à l'horizon, les deux branches du corps législatif, respectivement les 10 et 13 mars 1941,
avait adopté une résolution en vertu de laquelle il a été décidé, je cite, qu'il y a lieu de prolonger de 5 ans la durée du second mandat dont est investi le président de la République, le citoyen Stegno Vincent, à compter du 15 mai 1941. Fin de citation. Cette résolution devrait être soumise par voie de référendum à la ratification populaire, conformément aux stipulations de l'article 13 de la Constitution en vigueur, en l'occurrence la Constitution de 1935. Cependant, il n'en fut rien parce que les circonstances indépendantes de la volonté du président de la République l'empêchaient de répondre aux vœux des représentants du peuple. C'est ainsi que dans un discours adressé à l'Assemblée nationale le 12 avril 1941, le chef de l'État avait exprimé sa reconnaissance à l'endroit des sénateurs et des députés qui voulaient agir dans le sens de la promulgation du mandat présidentiel. D'aucuns trouvaient dans cette démonstration de loyauté des membres du corps législatif une sorte de subterfuge politique imputable aux droités politiques de Stegno Vincent, si habile dans la création à son profit de situations politiques. Se courbant devant les réalités de la conjoncture, le président avait déclaré que, et je cite, « Il ne me sera pas possible de répondre au récent appel réitéré des fidèles interprètes des populations de nos 5 départements », avant d'ajouter avec une pointe de malice et de résignation, la vacance présidentielle est donc ouverte et l'Assemblée nationale aura à élire dans sa séance du 15 avril courant, c'est-à-dire 1941, le successeur du président actuel de la République. Fin de citation. À partir de ce moment, Élie Lescaut perçait déjà sous Stegno Vincent. Dans une autre perspective, le successeur de Vincent, Élie Lescaut, se voulait l'interprète unique de la Constitution. Les mesures rétrogrades qu'il prit durant les 5 années de son gouvernement ténébreux avaient mis en relief l'incapacité du président de la République de promouvoir une politique d'harmonie nationale et de justice sociale au bénéfice des couches nécessiteuses. Lescaut s'imposa en maître des destinées haïtiennes jusqu'à son limogeage par l'armée d'Haïti, qui elle-même reprit goût au pouvoir politique et de ce fait accentua la personnalisation du pouvoir qui atteint son apogée sous le gouvernement de François Duvalier et de Jean-Bertrand Aristide. À la chute de Lescaut, la junte militaire avait dissous le Parlement, dont les débats virulents entre les 2 chambres, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des députés, contribuaient à envenimer la crise institutionnelle, ce qui avait créé une situation d'exception, puisque le gouvernement militaire provisoire, la junte militaire composée du colonel Franck Lavaux, des majors Antoine Lével et Paul-Eugène Magloire, qui se réservait exclusivement tous les attributs de la souveraineté nationale, dirigea le pays par décret en attendant la formation d'une nouvelle législature à l'occasion des élections législatives du 12 mai 1946 et en prélude à l'élection présidentielle du 16 août 1946. Élu dans des circonstances problématiques, Dumas estimé a été sans nul doute l'un de nos rares chefs d'État progressistes. Il avait une haute idée de la liberté individuelle et de la séparation des pouvoirs. Il a ardemment travaillé au bien-être de la communauté et à la prospérité des populations haïtiennes. Estimé avait voulu que la République d'Haïti épousât son temps. Pour cela, il a travaillé à la modernisation d'une structure vétuste et instauré des règles judicieuses de la planification économique. Il a aussi jeté les bases d'une politique sociale susceptible de sortir le pays de la nuit des temps. Cette orientation progressiste du gouvernement d'Estimé n'avait pas produit l'effet attendu parce que la machine à défaire les chefs d'État ne fonctionnait pas au ralenti. Ainsi, le 10 mai 1950, l'armée d'Haïti sortit de ses casernes une nouvelle fois et un sursaut d'arrogance et de lèse-patrie mit fin au dialogue privilégié du président de la République, en l'occurrence Dumas Estimé, avec la nation haïtienne. Au lendemain du renversement d'Estimé, la junte militaire qui accéda une nouvelle fois au pouvoir renvoie le Parlement dont les débats virulents entre les 2 chambres avaient contribué à envenimer la crise institutionnelle de l'époque. C'est ainsi que le 5 juin 1950, la junte forma un conseil consultatif dont les attributions législatives n'avaient pas été suffisamment définies. Ce conseil presque amorphe réunissait des personnalités importantes de la classe politique et des milieux intellectuels, tels que Louis Desjoie, Jean Bélisaire, Charles Fonbrun,
Alphonse Henriquez, Dantès Bellegarde et Dr Katz Pressoir. Et en 1950, Paul Eugène Magloire, le tombeur estimé, avait voulu se présenter à la nation comme un personnage d'exception. Comme un personnage d'exception, défenseur intraitable des intérêts de la bourgeoisie traditionnelle. Magloire a été un dictateur à la manière de Lescaut et des satrapes de l'époque des baïonnettes qu'il avait précédé au pouvoir. Il n'a pas su jouer le rôle de régulateur des institutions nationales qui lui avait été assigné par la Constitution de 1950 dont il a été l'inspirateur. Cette Constitution avait réduit l'autorité traditionnelle accordée au Parlement d'interpeller les membres du cabinet ministériel. Pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, le président de la République était élu directement par le peuple, ce qu'on appelle le suffrage universel, au lieu de recevoir son mandat d'une décision majoritaire du corps législatif ou du Conseil d'État, comme ce fut le cas auparavant. Le chef de l'État était aussi investi du pouvoir de dissoudre les chambres législatives en cas de conflit majeur entre les deux grands corps de l'État, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dans sa hâte d'agir en maître des destinées nationales, Paul Eugène Magloire se buta à une opposition musclée et finalement eut raison de lui le 13 décembre 1956. Nous sommes ici et nous continuerons la prochaine fois avec le gouvernement de François Duvalier et consorts, etc. et ce qui vient après. Et je suis disponible pour les questions que pourraient avoir Gary et consorts. Professeur, pourquoi en Haïti c'est toujours le pouvoir exécutif qui mène par rapport aux deux autres pouvoirs, soit législatif et le pouvoir judiciaire? Bon, c'est parce que premièrement, comprenez, Haïti est un pays sous-développé. Et ensuite, les élites traditionnelles haïtiennes ne se sont pas comportées en constructeurs de nations et en partisans du progrès et de la justice pour permettre à la liberté et le droit et des majorités nationales de s'imposer sur l'échiquier politique. C'est toujours une élite qui dirige le pays. Cette élite-là fait du pouvoir politique l'instrument du pouvoir économique et financier qu'elle recherche. Donc, c'est là le problème, les masses. Par exemple, aujourd'hui encore, plus de 60% des Haïtiens ne peuvent et ne savent ni lire ni écrire. Comment expliquer à un type qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne comprend pas ce que c'est que la politique, la réalité politique, la vie politique, et que tel choix est préférable que tel autre? Pourquoi? Donc c'est pas possible, c'est toujours les mêmes hommes qui viennent avec des idées préconçues, donc pour faire du pouvoir. Vous voyez la lutte qui se poursuit de nos jours entre des éléments, les uns plus incapables que les autres. Donc c'est pour la détention du pouvoir, pour s'enrichir au détriment des intérêts du pays, au détriment des masses nécessiteuses. Professeur, en fonction de l'historicité dont vous venez de nous faire, quel devrait être l'objectif de tout chef d'État moderne par rapport à ceux qui sont déjà passés? Ce que je précise, qu'est-ce qu'ils devraient retenir de leurs prédécesseurs? Bon, en principe, ok. Et il y a une constitution qui régit le pays. Ce sont les lois, ok, donc que tout le monde doit observer Donc, le chef de l'État a comme attribution majeure de contribuer au bien-être de la communauté haïtienne, d'entreprendre des lois et des mesures judiciaires, juridiques, politiques, économiques et sociales susceptibles de permettre à ces éléments d'en bas de surgir par l'éducation, par la santé, par des mesures de justice sociale et de liberté. Donc voilà l'objectif du pouvoir, du chef du pouvoir exécutif. Or, dans quelle mesure a-t-on vu certains chefs? Et c'est pourquoi j'ai insisté sur
les mesures progressistes prises par Dumas estimées. Et nous avons vu qu'il n'a pas pu terminer son mandat parce que la machine à défaire les chefs d'État ne travaillait pas au ralenti. Et il fut renversé. C'est pourquoi j'ai écrit dans mon ouvrage, dans ma biographie de Dumas estimé, que le coup d'État du 10 mai 50 est un crime contre la nation haïtienne. Parce qu'un chef d'État progressiste qui lançait Haïti dans le chemin du progrès et de la dignité nationale a été renversé par des brigands à la solde de n'importe quel impérialisme. Donc c'est là le problème d'Haïti. Aujourd'hui encore, nous avons des hommes au pouvoir qui ne comprennent pas ni la réalité du pouvoir, ni le sens de leur mission politique, sociale et économique envers la nation haïtienne. Et nous avons cette turbulence que le pays connaît aujourd'hui et cette poursuite acharnée dans la voie de la décadence. Merci, professeur. Et à la semaine prochaine. À la prochaine. La prochaine fois, nous continuerons, nous verrons ce qui s'est passé avec François Duvalier, Jean-Claude Duvalier et les gouvernements qui se sont succédés au lendemain du 7 février 1986. J'ai vraiment hâte, professeur. Merci. Eh oui. Right. Bonne journée, bonne besogne. Eh oui. Bye-bye. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouru. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Marie-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêt Auto La Caille Facile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. On s'en va en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre, avec sa chronique habituelle, la santé, c'est richesse. Allô, docteur Jean-Yvon. Allô, Jean-Gary, nous saluons toutes. Bonsoir, Vladimir Gélin. Bonsoir. Bonsoir, Montréal. Salut aux auditrices et auditeurs de la radio Vertière, particulièrement les fans de la rubrique La santé, c'est richesse. Une rubrique patronnée par Mon Argent, Mon Comptable. Le cabinet comptable de M. Jean-Gary Cadet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et impôts. Montréal, Québec, téléphone 514 605 62 24. Également patronné par Jean Vovon Life and Wellness, le plus grand magasin en ligne de suppléments et de médicaments naturels au service des Haïtiens d'Haïti et de l'étranger. Fort Lauderdale, Florida, téléphone 1-800-910-3532, WhatsApp 954-516-3695. La santé c'est richesse, elle vous est présentée par Dr Jean-Yvon Pierre, docteur en médecine chinoise et acupuncture, ingénieur agronome,
avec la collaboration de Hérodia Lazare et Rose Ivan Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler de la figue banane. La figue banane est l'un des aliments très appréciés en raison de sa valeur, de sa haute valeur nutritionnelle et ses vertus médicinales diverses. Riche en protéines, fibres, phosphore, fer, vitamines et minéraux, la figue banane joue un rôle primordial pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voici une liste des grands bienfaits de la banane. D'abord, la banane est utilisée pour prévenir la dépression et combattre la dépression grâce à sa teneur en dopamine, tryptophane et vitamine B6, pyridoxine. La banane peut être utilisée pour favoriser la concentration et l'apprentissage grâce à sa forte teneur en potassium. Elle est utilisée contre la nervosité, contre l'anémie à cause de sa teneur en fer, contre la constipation. Riche en fibres, la banane permet d'éviter les constipations. La banane contient un antiacide naturel qui permet de soulager les bouillons d'estomac. Elle est également utilisée contre les nausées matinales, contre les ulcères d'estomac, pour la prévention des crises cardiaques, pour la prévention de certains cancers, en particulier le cancer du sein et le cancer colorectal. Et ceci grâce à sa forte teneur en dopamine et vitamine C, qui sont deux puissants antioxydants. Pour arrêter la cigarette, la vitamine B6 contenue dans la figue banane, combinée au potassium et au magnésium, aide le corps à moins ressentir la sensation de manque de nicotine, donc la sensation de fumer, l'envie de fumer. Également utilisée pour les infections cutanées, pour d'insectes et verrues, pour apporter de l'énergie nécessaire aux sportifs grâce à sa haute teneur en glucides, vitamine B, potassium et magnésium, et pour baisser la pression artérielle grâce à sa forte teneur en potassium et diminuer le risque de stroke et d'infarctus du myocarde. En fait, bien que la banane contienne beaucoup de sucre, c'est un bon aliment, un aliment approprié pour les personnes souffrant de diabète sucré. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique le sont à titre éducationnel et informatif seulement et ne peuvent remplacer une séance de consultation médicale. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp en numéro 954 516 36 195. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille, même heure, même fréquence, 1570 AM CJLV Radio Vertière, à l'heure de mon argent, mon comptable. Docteur Jean-Yvon, moi qui aime déjà la banane, qui en mange, en principe, combien de bananes devrait-on manger par jour pour que cela soit plus efficace encore? En principe, une figue banane de taille moyenne contient environ 14 grammes de sucre et 6 grammes d'amidon et beaucoup de potassium. Donc, avec 3 bananes par jour, vous pouvez couvrir la dose journalière recommandée par l'Organisation mondiale de la santé en fait de besoin de potassium. Docteur Jean-Yvon, penses-tu qu'il va y avoir une deuxième vague de la COVID-19? En fait, on peut prévoir une deuxième vague. Mais la question, comment cette deuxième vague-là va arriver? Puisque ce que nous assistons maintenant, en juillet et en août, ça ressemble à la nouvelle vague qu'on avait prévue de façon scientifique. Donc, comment cette nouvelle vague-là va arriver, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'on va avoir une nouvelle vague quand l'hiver va pointer en décembre. Merci, docteur Jean-Yvon Pierre, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean Daré. Portez-vous bien. Merci. Ce Vladimir, oui, plus près de chez nous, au Canada, l'immigration. Deux choses par rapport à l'immigration. Un, la frontière demeure fermée, la frontière canado-américaine, surtout du côté canadien, demeure fermée jusqu'au 21 septembre. Donc, c'est comme une couple de fermetures consécutives depuis le mois de juin. Et puis, pour les anges gardiens,
en plein cœur de la pandémie. Les gens, surtout, les anges gardiens, c'était les gens qui ont travaillé dans le milieu de la santé, les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, les infirmières, les infirmières, pas les infirmières adjointes, comment qu'on appelle ces infirmières-là? Les préposés. Les infirmières auxiliaires. Auxiliaires, oui. Donc, le gouvernement canadien ouvre la porte pour que ces gens-là puissent avoir leur résidence permanente éventuellement. Et puis, François Legault, je l'ai entendu parler, Premier ministre du Québec, bien sûr, je l'ai entendu parler cette semaine, et il est ouvert à cela parce qu'il en a parlé, il a dit que pendant la pandémie, ces gens-là étaient disposés et disponibles à prêter main forte aux Québécois. Donc, ça sera la façon de les aider à avoir la résidence permanente. Mais pas nos gardiens de sécurité, par exemple. Non, c'est sûr que pour le moment, on pense aux anges gardiens. Pas aux gardiens de sécurité, mais aux anges gardiens. Bien que le travail d'agent de sécurité était considéré comme travail essentiel. Par contre, je pense que le gouvernement canadien, surtout, est en train d'élaborer ou d'élargir le programme, plutôt. On verra ce qu'il en adviendrait d'ici une couple de semaines. Puis c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'annonce a été faite par le premier ministre François Legault pour le Québec, mais au niveau fédéral, le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, flanqué du ministre de l'Immigration, Marco Mendicino. Ah oui? Mendicino, oui. Il me semble qu'il me manquait. Est-ce que cette semaine, est-ce que tu en as des nouvelles en Haïti? En Haïti, oui, j'ai des nouvelles d'Haïti. Garde, j'ai toujours. C'est faux à dire, mais malheureusement, les bandits, le banditisme, ça fait rage en Haïti. Et entre autres, on a parlé du côté de l'électricité. On a augmenté le ton, en tout cas, du moins, le gouvernement augmente le ton pour les gens qui, en bon créole, on appelle ça, les gens qui s'accaparent de l'électricité. Donc, le gouvernement est en train de hausser le ton par rapport aux voleurs d'électricité, en fin de compte, Gary, les gens qui prennent des prises, qui détournent l'électricité. Ben, il me semble que c'était le temps, là. C'était le temps, et puis, j'ose espérer que dans un avenir pas tellement lointain, que le gouvernement finisse à électrifier toute l'île. C'est mon souhait. Ben, en tout cas, c'est une question. C'est sûr, c'est tout à fait normal et légitime. Ben, effectivement. Mais quelle serait l'alternative, par exemple? C'est ça le problème. C'est ça. Mais on sait que dernièrement, on avait dit qu'il y avait un projet avec le gouvernement turc d'Erdogan. Semble-t-il. Je t'ai déjà donné ton opinion. Mon opinion là-dessus. On va attendre. Oui, regarde, plus près de chez nous, au Canada encore, Vladimir. Et maintenant, la question, mon argent, mon comptable. Ouais. Si j'arrive à dire la question, mon argent, mon comptable, ça veut dire qu'on tombe dans l'économie. La PCU, il y a eu beaucoup de fraude. Quand je parle de fraude, Vladimir, c'est comme si toi, tu n'as pas pris de PCU et puis quelqu'un a pris vraiment $2000 en ton nom. En ton nom. Mais le problème, Gary, moi, j'en connais des clients qui m'ont appelé. C'est vrai. Non, j'ai pas dit que c'est faux. Non, c'est pas faux, là, c'est vrai. Le problème, c'est que comment c'est plutôt la question. Comment est-ce possible? Parce que ça craint. Comment est-ce que quelqu'un ait pu avoir de l'information personnelle privilégiée pour faire une demande en mon nom, tandis que j'ai pas fait la demande? Non, donc, la carte d'assurance, l'assurance sociale, entre autres, donc ça craint, là. Non, mais c'est même pas ça. Tu peux avoir le numéro d'assurance sociale de quelqu'un, tu peux avoir sa date de naissance, mais ça prend la ligne 150, ça prend la ligne 135, 101, de temps en temps, pour créer la déclaration d'impôt. Dans mon dossier, on te demande ça. Non seulement la personne, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la personne, non seulement a entré dans le système, en plus, si tu avais ton compte bancaire à la Banque de Montréal, ils sont capables de le changer pour le mettre à RBC. À une autre banque. Institution qui n'est pas au Canada. C'est ça le problème. Donc ça craint. Regarde là, c'est-à-dire qu'il n'est pas
au Canada. C'est-à-dire, ça peut être quelque part à Dubaï, là, par exemple. On sait que de plus en plus, les fraudes sont pas mal pointues ces jours-ci et les fraudeurs sont astucieux. Donc, si cela vous est arrivé, mais gardez, premièrement, informez votre institution financière, informez d'abord le gouvernement. Surtout le gouvernement, parce que l'argent ne va pas entrer dans ton institution financière. C'est ça le problème, effectivement, là. L'argent n'entrera pas. Tu n'as même pas besoin de les appeler parce que l'argent ne rentre pas là. Informez le gouvernement du Canada, puis carrément, faites une déclaration à la police aussi. Donc, parce que c'est criminel. Oui. C'est criminel, l'action qui a été faite dans votre dossier. Oui. Donc, vous imaginez, avec ces fraudes-là, vous risquez de payer, les innocents risquent de payer pour les coupables. Non, mais il ne faut pas avoir peur d'appeler parce que les gens, habituellement, quand Revenu Canada envoie mettons, va envoyer un T4 et puis, c'est Revenu Canada, c'est tout à fait normal. Non, écoute, c'est une institution qui s'est faite. Je ne veux pas dire le mot fourré. Vous êtes fait frauder, mais surtout faites attention avec les informations que vous recevez par Internet, surtout les informations par courriel. Mais aussi, il y a plusieurs numéros de téléphone, pas des numéros bloqués, des numéros que vous voyez le numéro. France et de des numéros du Canada. Des numéros du Canada. Ils vont même nous appeler pour nous dire vous avez quelque chose avec votre numéro d'assurance sociale. Exactement. Donc, ne répondez pas. Ne répondez pas. Vous, de préférence, trouvez le numéro du gouvernement de Revenu Canada. S'il y a un problème, avertissez-les le plus vite possible. Mais ne répondez pas, s'il vous plaît, de grâce. Ne donnez aucune information personnelle vous concernant. Surtout, encore moins votre numéro d'assurance sociale, encore moins votre numéro de compte bancaire. Parce que Revenu Canada ne va jamais contacter les gens directement au téléphone. Généralement, c'est vrai, le gouvernement vous écrit. Ils vont vous envoyer une lettre. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le numéro, c'est le 1-800-959-73-83. Donc, vous pouvez d'abord vérifier. Si on vous dit que on vous appelle, mais vérifiez d'abord, ne donnez aucune information personnelle vous concernant au téléphone si ce n'est pas vous qui avez placé l'appel a priori. Donc, faites très, très attention. Vaccin en Russie. Réalité ou fiction? Alors, tu penses à quoi, mon cher? Moi, je pense que c'est une réalité. Pourquoi je pense que c'est une réalité? C'est les gens qui ont... Ça fait longtemps que ces gens-là travaillent dessus. Voilà pourquoi que je le pense sincèrement. C'est vrai que la Russie, bien qu'en dépit de ce qu'on peut penser, la Russie, c'est un pays assez avancé. C'est pas un gouvernement qui est en mode action. J'ai dit assez, je devrais même dire. Réaction. Très en mode réaction, je voulais dire. Ouais, c'est pas un gouvernement qui est en mode réaction, c'est un gouvernement qui est en mode action. Ouais, donc, un gouvernement qui est en mode action, ça veut dire que c'est où qu'on va mettre de l'argent sur les recherches. Aussi simple que ça. Mais c'est vrai que j'avoue que la Russie, effectivement, met beaucoup d'argent dans les recherches. Recherche et développement. Depuis que Vladimir Poutine a pris le pouvoir, il a vraiment changé la face de la Russie. Oui, c'est sûr. Puis, en dépit de tout ce qu'on peut dire, c'est l'homme fort de l'heure. C'est l'homme fort de l'heure. C'est l'homme tellement fort que... Lui ou Xi Jinping? Mais quand même, on parle de Xi Jinping, mais Poutine n'a pas dit son dernier mot. Hein. Non, il n'a pas dit son dernier mot. Il est plutôt calme. On dit de la force est calme. Mais présentement, la Jinping et Donald Trump, qui est le plus arrogant entre les deux? Mais en tout cas, la Chine fait en sorte que elle n'a pas la langue dans ses poches. Donc, à toute action des États-Unis, Xi Jinping, Xi Jinping... Moins de 24 heures. Réaction rapide. Ouais, moins de 24 heures. Tu fermes l'ambassade à Houston, moi je te ferme l'ambassade aussi à Pékin. Il me semble que, en fait, ça me fait penser un peu dans le temps, l'histoire de la guerre froide entre la Russie dans le temps et les États-Unis. Donc, les choses ont changé. Maintenant, c'est l'aile asiatique l'aile Est mais encore c'est toujours l'aile Est, hein, l'aile Ouest versus l'aile Est qui mène le jeu, mais on dirait que la Chine veut vraiment s'imposer vraiment comme un pays alternatif, sauf que j'espère qu'un jour ils vont vraiment développer la démocratie comme un peu ici, on aura droit de parole, mais les États-Unis ne sont plus seuls au monde. Donc, il y a le frère cadet de Donald Trump quand même qui est décédé. Oui, Robert. Et nos sympathies, quand même.
L'ami des médias. En tout cas, Robert Trump, le frère cadet de Donald Trump, 72 ans, qui était malade depuis plusieurs mois, bien sûr, déjà, et il est allé à l'hôpital et il n'est pas revenu. Donc, tu connais Donald Trump, la Maison-Blanche l'a qualifié. It was a great guy. Donc, tout pour Donald Trump, c'est toujours great. Hein? Everything is great. Donc, on espère que ils vont peut-être passer du temps à se recueillir. Le congédiement de Fatima Ouda Pépin, Vladimir. De Dakar. Donc, Fatima Ouda Pépin, c'est une ancienne députée du Parti libéral du Québec, quand même une députée assez affirmée. Elle a été chroniqueuse au Journal de Montréal après qu'elle ait quitté la vie politique en 2014, dans ces eaux-là, oui. Et puis, elle était allée... Non, ça fait moins d'un an depuis que le gouvernement de François Legault l'avait choisi pour la délégation du Québec à Dakar, au Sénégal. Coup de théâtre, la semaine dernière, Fatima Ouda Pépin s'est faite montrer la porte. Mais elle ne compte pas en rester là. Elle compte défendre son point. Elle compte même se défendre parce qu'on lui reprochait de plusieurs dépenses par rapport à ses goûts luxueux. Donc, on dit... Mais par contre, Mme Pépin a dit... c'est plutôt le contraire. Elle a voulu faire en sorte que le trésor public ne soit pas affecté beaucoup parce que on avait voulu louer des chambres pour elle. Elle a plutôt été dans un hôtel correct, pas nécessairement un hôtel 5 étoiles. Puis l'appartement de fonction du gouvernement là-bas, de la mission, il y avait des rénovations à faire. Elle a préféré prendre un appartement secondaire, mais il y a des affaires, c'est pas clair ce qui est arrivé à Fatima Ouda Pépin. Bon, c'est sûr qu'elle veut témoigner devant un comité à l'Assemblée nationale. J'ai hâte je pense que ce qu'elle aura à dire par rapport à cela. Mais elle reproche au ministère des Relations internationales, le ministère de Mme Giraud, justement, qu'elle ne trouve, Mme Ouda Pépin ne trouve vraiment pas drôle le fait qu'on l'ait congédié de cette façon-là. Le nom du nouveau chef conservateur sera dévoilé le 23 août. Et cette année, est-ce que ça sent les élections l'automne prochain? Peut-être pas, parce que je suis pas certain que les Canadiens veulent aller en élection. Ça fait moins d'un an. C'est pas les Canadiens qui veulent aller en élection, mais c'est le bloc québécois qui veut aller en élection. Ouais, mais jusqu'à présent, c'est un peu de la frime. C'est de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que le bloc québécois, les finances du bloc, des partis politiques, tout carrément, ne sont pas encore à point pour les élections. C'est sûr qu'on veut négocier avec le gouvernement, on veut mettre de la pression, mais non, ça m'étonnerait pour le moment. C'est vrai que le Bloc québécois joue la carte d'un éventuel vote de confiance, mais pas sûr que les Canadiens, pas sûr que la population, surtout en période de pandémie, que les Canadiens seront prêts à pardonner à l'opposition si l'opposition arrivait à déclencher une élection générale. Puis, on sait que la durée de vie moyenne d'une élection d'un gouvernement minoritaire, c'est minimum 18 mois. Donc, ça fait moins d'un an. Je ne penserai pas à 95-99%. Trop tôt. Et Vladimir, n'oublie pas que tantôt, on en avait parlé du vaccin. C'est quand même 750 000 morts là, dans le monde là, depuis le début. Plus de 750 000 morts. C'est beaucoup. Puis malheureusement, d'après... Mais qui va remporter cette course-là concernant le vaccin? Est-ce vraiment la Russie? Est-ce jusqu'à présent, les États-Unis? La Russie dit qu'il a trouvé le vaccin. Il y a l'Angleterre aussi, là, qui n'est pas trop loin. L'Angleterre puis le Canada. Moi j'étais tellement confiant que c'était le Canada qui allait au moins parler de vaccin. Mais quand même, le Canada avance dans ses recherches. Mais Poutine, on dirait qu'il a... il est confiant. Il a même dit, sa fille a pris le vaccin. A testé, exactement. Sa fille s'est fait tester, s'est fait injecter le vaccin, et puis on verra. Bon, c'est sûr que c'est juste... il a dit, on n'a pas vu encore, mais on va voir les semaines à venir, les jours à venir, qu'est-ce qui adviendrait pour ce vaccin-là. Puis, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui a attiré mon attention.
On sait qu'on a dit que c'était grâce à Vladimir Poutine que Donald Trump a emporté l'élection. Et on a dit pourquoi que c'est la Russie qui a trouvé le vaccin à environ 80 jours de l'élection. Donc, est-ce que ça pourra faire en sorte de donner un petit boost à son ami Donald Trump? C'est la question posée. On reste sur nos aguets, sur notre appétit pour voir. Le problème qui arrive, même la santé publique du Canada a des doutes là, par rapport à ce vaccin-là. Tant que c'est pas testé, tant que le test n'est pas fait. Bon, je sais que il y a comment que s'appelle ce pays? Il y a un pays asiatique qui est en pourparlers avec Vladimir Poutine par rapport à ce vaccin-là. Il va commencer à tester ce pays asiatique-là pour voir l'efficacité. Et j'imagine que d'ici quelques semaines, quelques jours, on saura si ce vaccin est efficace, testé directement sur les gens qui sont testés, eux, positifs de la COVID-19. On verra. Et brièvement, la rentrée scolaire au Québec, Vladimir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Québec sera prêt? C'est sûr que le gouvernement Legault, jusqu'à présent, est confiant. J'ai écouté son ministre parler dans les médias. Il est confiant. Donc, le masque pour les enfants de moins de 2 ans et moins ne sont pas obligatoires. Les masques ne seront pas obligatoires dans les salles de classe. Au moins, on va porter les masques dans les couloirs sur les cours de récréation parce qu'il y aura beaucoup d'interactions entre les élèves. On verra. Mais par contre, je sais que l'opposition va venir en force à challenger le gouvernement cet automne. Et des salutations, Vladimir? Bien, c'est sûr, salutations toujours de mise à notre ami Willy Lebeau, toujours présent, toujours branché à l'émission, à Marcel, bien sûr, à Irlande, et amis et filles, ainsi que nos amis des États-Unis aussi, parce que de plus en plus, les États-Unis écoutent beaucoup l'émission. Les gens de Connecticut, Ben, salutations à toi. Les gens de Boston, Gary de New York, de la Floride, un peu partout, Cam, bonjour, ainsi que les gens d'Haïti qui nous écoutent, toujours branchés. Sans oublier nos amis du Brésil, du Venezuela, de République dominicaine, de l'Afrique et du Maghreb francophone. Est-ce qu'on peut dire bonne fête à l'orchestre Tropicana d'Haïti, qui fêtait 57 ans? 57 ans de carrière, donc on dirait que Tropicana est en train de après septembre. Casser la baraque après septembre. Après septembre, bien sûr. Donc, 2 groupes du Nord. Hein? On vous laisse avec l'orchestre Tropicana d'Haïti. Haïti belle. C'est vrai que dit la caille nous gagne problème. Mais pour nous connaître gagne pile richesse. Pour qui nous pas chercher les têtes ensemble. Pour le retourner vers des outils. Nous gagne bel soleil, belle plage, belle rivière, belle cette histoire. Visite à sentir tout partout. Souvent nous toujours dit, la rue c'est salon peuple là. Côté monde a passé, pas effort, pas jeter pas drap. N'a construit un pays, tout a ici va fier de lui. C'est vrai yo dit, pays ne pas développer. Mais faut songer bien en pile valeur. Si nous travaillons terre des Antilles, nous des fêtes champêtres, vaga carnaval, belle boîte, belle chute d'eau, visiter cabine appréciée. Souvent nous toujours dit, la rue a ses salons peuple là. Côté monde a passé, pas effort, pas jeter pas drap.